Territoire d'info, Public Sénat, Sud Radio. Bonjour à tous, bonne journée. Nous sommes ensemble pendant une heure. Bienvenue dans la matinale de Public Sénat de Sud Radio avec la presse quotidienne régionale. Territoire d'info, c'est une heure de direct et on retrouvera notre invité politique à 8h. Aujourd'hui, c'est le secrétaire général du Front National, Nicolas Bay, qui est notre invité. Il sera débriefé par nos éditorialistes et dans un instant, c'est le JT des territoires, suivi du débat des éditorialistes de la presse quotidienne régionale. Puis vous retrouverez le Zap Élysée, le premier zapping politique de la journée. Mais tout de suite, c'est le JT des territoires dans un instant. Et on commence à J-9 du premier tour des élections législatives. Jean-Luc Mélenchon était en visite hier à Vaux-en-Velin, où il est arrivé en tête au premier tour de l'élection présidentielle avec plus de 38% des voix. Un score qu'il espère reproduire lors du prochain scrutin. Il est donc venu soutenir le candidat de la France insoumise de la 7e circonscription du Rhône, Andrea Cotarac. Leïla Kessi pour Télé Lyon Métropole. Le gouvernement de M. Macron se prépare à un choc social de très grande envergure. Jean-Luc Mélenchon passe à l'offensive à 10 jours du premier tour des législatives. Le candidat de la France insoumise était cet après-midi à Vaux-en-Velin, ici même, où il est arrivé en tête lors du premier tour de la présidentielle avec plus de 38% des voix. Un résultat qu'il espère bien confirmer le 11 juin prochain. Nous souhaitons avoir un maximum d'élus à l'Assemblée nationale. Et je pronostique que nous en aurons bien plus que ce qu'on nous dit. Si les Français le veulent, nous serons majoritaires et nous sommes capables de gouverner le pays. Nous sommes préparés à ça, le programme est prêt, c'est 40 livrets et j'espère qu'en écoutant les gens parler, ceux qui ont écouté attentivement se sont rendus compte qu'en toute hypothèse, nous avons les équipes pour appliquer ce programme. Et c'est justement ces équipes que Jean-Luc Mélenchon est venu soutenir aujourd'hui. 14 candidats pour autant de circonscriptions dans le Rhône. La 7e où se présente Andrea Cotarac étant celle où sans doute la France insoumise a ses meilleures chances de l'emporter. Moi je souhaite développer les nouvelles filières sur ce territoire. L'économie de la mer, l'économie de l'espace, on est à côté du planétarium à Vaux-en-Velin, et le numérique, notamment dans la cybersécurité, que je pense être une filière d'avenir pour nos jeunes. Jean-Luc Mélenchon a terminé sa visite à Vaux-en-Velin par une réunion publique devant près de 200 personnes. Et je vous laisse découvrir les autres candidats de cette circonscription, la 7e du Rhône. Voilà, vous le savez, le bio est en plein essor. Depuis 2 ans, les surfaces agricoles converties à l'agriculture biologique ont augmenté de 20%. Et pourtant, la production n'est pas toujours en mesure de couvrir une demande toujours plus forte. Christophe Chavanneau pour TV7 en Gironde nous en parle. Si le bio ne représente encore que 5% des surfaces agricoles de la Nouvelle-Aquitaine avec 200 000 hectares, il n'en est pas moins en train de bouleverser le paysage de la production agricole et de la consommation avec une augmentation de plus de 20% des surfaces couvertes entre 2014 et 2016. Ce sont donc aujourd'hui 4800 producteurs et 1500 entreprises de transformation et de distribution qui animent la filière bio sur la région. On est quand même la 3e région française productrice de produits bio, derrière nos voisins d'Occitanie et de Rhône-Alpes. Et donc voilà, tout un jeu encore pour développer ces surfaces, mais on voit qu'on prend de plus en plus d'ampleur. On est vraiment dans une filière qui s'est organisée, qui s'est développée. On a une production qui croît, des filières qui se créent, qui s'organisent, c'est-à-dire que les producteurs ne sont plus tout seuls. Ils sont en groupe, ils permettent de faire de l'échange, de la coopération. Et du coup, on voit effectivement tant une augmentation de la production, mais aussi une augmentation forte de la demande, si bien que la production, même malgré son développement, a du mal à suivre la cadence. C'est le cas de cette agricultrice maraîchère et éleveuse à Saint-Aubin-de-Médoc qui a aussi choisi de produire ses propres engrais bio, histoire d'aller jusqu'au bout de sa démarche. La demande, je trouve qu'elle augmente chaque jour. Il y a vraiment une demande des gens de manger mieux, de consommer mieux. Pour les produits alimentaires et pour les produits de traitement, c'est pareil. On voit que les gens font très attention à ce qu'ils mettent dans leur jardin. Il y a aussi tout ce qui est mis en place dans le cadre du Zéro Phyto qui encourage aussi maintenant les professionnels, les collectivités à s'intéresser aussi à autre chose. J'ai plus de demandes que je ne peux produire, donc la demande est vraiment là. Chaque jour, il y a des demandes supplémentaires. Autant de circuits demi-cours, c'est-à-dire de petites épiceries qui ouvrent, vraiment spécialisées dans le bio, le local, que dans les particuliers qui veulent vraiment consommer beaucoup plus sain. Le bio, une filière qui se porte bien. On sait d'ailleurs aujourd'hui qu'un consommateur sur 2 consomme du bio.
Construire des partenariats entre les mondes agricoles français et ceux de pays en voie de développement, c'est le but de l'AFDI, une association qui depuis 35 ans organise des échanges entre des agriculteurs français et du Burkina Faso. En Vendée, 3 Burkinabés ont ainsi passé 3 semaines à 2 mois chez des agriculteurs vendéens et ils ont pu découvrir entre autres des techniques de plantation et de récolte. Un reportage de Marion Vigreux pour TV Vendée. Il y a une deuxième sonde, c'est juste qui prend juste de la température, celle-ci. Ouais. Ce matin, c'est dans le champ de pommes de terre que Pascal et Boukari échangent. Il est question de systèmes d'irrigation, de techniques de plantation et de récolte. Cette ferme, c'est la 3e dans laquelle séjourne Boukari depuis son arrivée en Vendée. Ce dernier a pu y découvrir les différents modes de maraîchage, d'élevage, mais aussi de commercialisation. Je n'ai jamais vu tout ça, toutes les expériences et les techniques que j'ai vues. Moi, je n'ai jamais constaté ça au Burkina. À l'arrivée au Burkina, moi aussi, je vais essayer comment je peux avoir quelques matériels qu'on puisse faire les techniques de chez moi. Au Burkina Faso, Boukari est à la fois éleveur et cultivateur, mais il produit surtout pour nourrir sa famille. Toutes les techniques qui lui sont présentées ne sont pas transposables sur sa ferme, mais l'objectif est de transmettre des savoir-faire. Et l'échange se fait souvent dans les deux sens. Je trouve ça très intéressant de comprendre un peu le fonctionnement, et de comprendre aussi quelles sont les difficultés qu'il peut rencontrer à son niveau. Alors, on a parlé aussi beaucoup des problèmes qu'ils avaient pour faire des emprunts. Notamment les cautionnements, les durées d'emprunt. Bon, ils sont sur des emprunts qui n'ont que des courts termes de moins d'1 an. Donc forcément, pour raisonner sur une entreprise, c'est très compliqué. Cela fait 35 ans que l'AFDI accompagne les organisations paysannes burkinabées dans la découverte des exploitations familiales françaises. Et une fois par an, l'association se déplace au Burkina Faso pour évaluer le retour d'expérience de ces échanges. Un exemple tout simple que j'ai découvert quand je suis allé au Burkina Faso, par exemple, ils ont découvert que dans le temps, on avait des presses donc pour faire la paille et le foin, donc basse et moyenne densité. Donc chez eux, ils ont reproduit des canaux de presse en bois, un canal en bois avec un piston en bois, une porte au bout, on met 2 liens et on sort une botte de foin. Donc ça, c'est le genre de choses concrètement qu'ils peuvent appliquer chez eux et qui permet aux éleveurs, après quand le foin est sec, de pouvoir le conserver dans de bonnes conditions. Depuis 4 ans, l'AFDI soutient également les jeunes agriculteurs tunisiens et vient d'être sollicité par la République du Congo pour accompagner une association d'agricultrices. Quant à Pascal et Delphine, ils espèrent pouvoir à leur tour rendre visite à Boukari et découvrir sa ferme. Et dans ce journal maintenant, un reportage auprès des marins-pompiers de Marseille qui se préparent pour l'été. Les équipes de Provence Azur TV ont suivi le dernier exercice sur le terrain avec un gros déploiement pour lutter contre les feux de forêt, un véritable fléau estival dans la région marseillaise. Johan Rouquet pour Provence Azur TV. 9h ce matin au massif de l'Étoile, les marins-pompiers de Marseille interviennent pour un ultime entraînement général avant le début de la campagne des feux de forêt. Un départ d'incendie a été simulé à proximité de la route du Valendol. 2 camions-citernes arrivent sur les lieux avec les lances qui sont déployées. Alors donc aujourd'hui pour cet exercice, il y a un feu qui est simulé au départ de la piste ET112, non loin du lotissement de la Batarelle. Il y a un vent, un Mistral très fort qui est simulé également. Donc le feu doit partir très vite. Donc tous les moyens sont mis à disposition pour essayer de circonscrire le sinistre au plus vite. Donc on voit que dès les premières minutes, les premiers moyens des marins-pompiers arrivent. Et puis on va voir comment ça évolue, si on a besoin de moyens aériens, etc. Et on va monter en puissance tout au long de l'exercice. Plus de 40 véhicules d'intervention et 120 marins-pompiers sont mobilisés pour l'exercice. Ils sont rejoints par les sapeurs-pompiers et l'Office national des forêts. Très vite, les soldats du feu font le point sur la situation pour éteindre le feu le plus rapidement possible, évacuer les personnes en danger ou encore protéger les biens en zone périurbaine. Pendant 2 mois, chaque centre de secours, quotidiennement, va sur son secteur d'intervention et simule de manière beaucoup plus réduite des sinistres comme celui-ci et intervient à son niveau avec quelques engins. Très régulièrement, des moyens des sapeurs-pompiers viennent les renforcer. Et cet entraînement va crescendo vers cet exercice. Parallèlement, nous disposons d'un simulateur d'entraînement feu de forêt sur une de nos écoles qui permet d'entraîner plus spécifiquement les cadres à la gestion d'une structure de commandement conséquente. Pour faire confiner la population et boucher les accès en bas de la traverse de la Bamboudière et chemin des Mourets. Afin de neutraliser le feu simulé, les marins-pompiers sont aidés par les Canadaires de la sécurité civile de Marignane, un exercice grandeur nature qui permet aux différents acteurs de se préparer à intervenir
efficacement avec un niveau de sécurité optimal. Toutes ces interventions sont dessinées par le poste de commandement qui recense et étudie chaque information. Ah, tout à fait, nous essayons vraiment de nous rapprocher le plus possible de la réalité, c'est-à-dire que c'est vraiment le type de scénario que l'on va trouver, c'est-à-dire des habitations très rapidement menacées, des gens affolés qu'il faut rassurer, qui vont prendre leur véhicule pour essayer de quitter leur lotissement, alors que pour nous l'objectif est plutôt de leur conseiller de se confiner, de rester à l'intérieur de leur logement et puis de se calfeutrer pour pas que les fumées rentrent à l'intérieur des bâtiments. C'est vraiment les messages que nous essayons de faire passer. Avec des températures déjà estivales, le risque de départ d'incendie est élevé. En 2016, les marins-pompiers de Marseille sont intervenus sur 1041 départs de feu de végétation. Voilà, une idée si vous voulez partir en vacances qui arrive bientôt avec le plus beau gîte de France, qui est Lot-et-Garonnais, la grange de Gazelle, et les efforts de ses propriétaires ont été récompensés lors de l'Assemblée générale de Gîtes de France à Laval en Mayenne. Distinction nationale pour le Lot-et-Garonne et Saint-Antoine de Ficalbras, mais la grange de Gazelle a encore franchi une étape à Laval lors de l'Assemblée générale nationale du label. Excusez du peu. Anne Pourcharès, la propriétaire, est revenue de la Mayenne avec le prix du plus beau gîte de France 2017. Manon aussi pour la Dépêche du Midi vidéo. Discrète depuis la route, la grange de Gazelle ne paie pas de mine. Mais au milieu de son écrin de verdure, l'auvent plusieurs fois centenaire donne le ton. Ici, on vient profiter du calme et d'un confort élégant. Donc là, on se trouve dans la cuisine, une pièce essentielle du gîte, puisqu'elle a été équipée de façon à ce que les gens puissent cuisiner avec tout ce qu'il faut pour des bons cuisiniers. Elle est faite de matériaux bruts, à savoir le fer, du bois. On a énormément utilisé le peuplier, qui est un bois local, et du verre. Le gîte comporte 4 chambres avec salle de bain, pouvant accueillir en tout 8 personnes. Lumineuses, leurs murs de pierre gardent leurs occupants à l'abri de la chaleur extérieure, même en été. Là, on se trouve dans la chambre parentale, avec une chambre, un dressing et une salle de bain avec baignoire. Dans la grande pièce, l'architecte a souhaité qu'on garde l'esprit et l'ambiance qu'avait la grange avant qu'on l'investisse. C'était important de rester sur ces couleurs un peu sombres qui apportaient cette fraîcheur. La grange porte bien son nom. Décidés à rénover la bâtisse, les propriétaires ont fait appel à des artisans locaux. En gros, c'est 2 ans de travaux. Il a fallu d'abord vider la grange que vous avez là. Là, l'état de la grange, donc il y a plus, en fait, il y a la toiture et les murs. Sur ces façades, ces grandes façades, c'était des petites fenêtres. Ça a été le moment le plus magique pour moi de voir ces ouvertures. Le gîte est ouvert à la location à partir du mois de juillet. Les prix sont à la hauteur des travaux réalisés, comptés de 1 500 à 2 500 € la semaine. Voilà, fin de ce journal des territoires préparé par Soumaya Benaïssa. Dans un instant, le club des éditorialistes de la presse quotidienne régionale. Mais tout de suite, la une de vos journaux en province ce matin. Évidemment, les gros titres de la presse quotidienne régionale, à commencer par Le Parisien, qui est un quotidien régional, vous le savez, c'est la folle décision des États-Unis. Environnement, bien sûr, la résolution de Donald Trump de se retirer de l'accord de Paris sur le climat est bien davantage qu'une très mauvaise nouvelle. Pour Ségolène Royal, d'ailleurs, il s'agit même d'un délit contre l'humanité. Ce sera l'un des thèmes du débat des éditorialistes dans un instant, avec un deuxième thème aussi, et qui est à la une de Ouest France, ça tombe bien, la moralisation de la politique à l'épreuve du pouvoir, avec à la une de Ouest France 2 photos, celle du nouveau garde des Sceaux François Bayrou et celle de Richard Ferrand, bien entendu, à la une de Ouest France. Pour le Télégramme, c'est aussi la moralisation politique, le grand chantier, avec ce qu'a dévoilé hier le ministre de la Justice, c'est-à-dire son projet de moralisation politique qui s'appuiera sur une réforme de la Constitution en 2 lois. Un grand chantier présenté le jour même de l'ouverture d'une enquête préliminaire, vous le savez, visant le ministre breton Richard
Ferrand. On en parlera dans un instant également avec Nathalie Moret. La Nouvelle République, Bayrou moralise, Ferrand temporise. Et puis pour la Provence, c'est aussi le projet de loi sur la moralisation de la vie politique, suffisant pour redonner confiance, pose la question. La Provence aujourd'hui avec non-cumul des mandats dans le temps, interdiction des emplois familiaux, transparence. C'est un texte présenté hier par François Bayrou dans ce lourd contexte. Ferrand, l'enquête qui complique tout. Le procureur de Brest a finalement ouvert une enquête après la révélation d'éléments pouvant mettre en cause le ministre. Le jour même où François Bayrou présentait son projet de loi, c'est Sud-Ouest qui s'y intéresse aujourd'hui avec Ferrand, l'enquête qui complique tout, à sa une. Et puis pour l'Écho de Haute-Vienne, le dossier Ferrand occulte le plus important, le code du travail en danger. C'est l'un des chantiers importants du gouvernement. Alors que la justice a décidé d'ouvrir une enquête préliminaire dans l'affaire Ferrand, le gouvernement avance ses pions dans sa volonté de mise à mal du code du travail. Le Parlement devrait être consulté fin juillet. Les ordonnances seront adoptées le 20 septembre. Presse Océan s'intéresse à 3 médiateurs pour Notre-Dame-des-Landes, un ex-pilote de ligne, un ingénieur membre du Conseil économique, social et environnemental et une préfète ont 6 mois pour étudier ce dossier du transfert de l'aéroport, un dossier très sensible. Pour le Midi Libre Culture, Nissen livre sa vision à Midi Libre. La nouvelle ministre fondatrice d'Actes Sud à Arles est aujourd'hui à Montpellier et évidemment le Midi Libre y revient et c'est à sa une. Enfin, Nice Matin, c'est le mercredi libre. La semaine de 4 jours fait son retour dans les écoles niçoises dès la rentrée. Et hier matin, le ministre a donné son accord au maire, qui est redevenu maire, vous le savez, de Nice, Christian Estrosi. Pour La Voix du Nord, c'est l'alerte sécheresse, une thématique qu'on traite souvent dans le journal des territoires. Vous le savez, les experts tablent sur un été plus chaud que la normale dans le Nord et le Pas-de-Calais. Et La Voix du Nord y revient aujourd'hui. Enfin, Thomas Pesquet remet les pieds sur terre après avoir passé 197 jours dans la Station spatiale internationale. L'astronaute français retrouve la planète bleue aujourd'hui. Je ne sais pas s'il va la retrouver dans un bon état, cette planète. Ça va être en tout cas le thème d'un des débats avec nos éditorialistes de la presse quotidienne régionale. Ce matin, j'accueille Sébastien Lacroix de l'Union de Reims. Bonjour Sébastien, merci d'être avec nous. Bonjour Cyril. Julien Sartre du quotidien de La Réunion. Bonjour Julien, merci d'être là. Et Nathalie Moret pour le Républicain Lorrain des 9 journaux français du groupe EPRA. Bonjour. Merci bonjour Nathalie d'être là. Les États-Unis donc se retirent de l'accord de Paris. Donald Trump a pris une décision qui affole le monde. En France, la presse affiche une forme de résilience pour que le combat pour le climat perdure. Aux États-Unis, les médias américains, eux, jugent que ce retrait isole le pays. Pour le New York Times, c'est même un revers majeur. Le président français a réagi tout de suite à l'occasion d'Emmanuel Macron, à l'allocution d'Emmanuel Macron, qui parle en français et en anglais. C'est très important, ça a été noté par les Américains tout de suite. C'est la première fois qu'un président français s'adresse en anglais depuis l'Élysée. Il faut rendre à notre planète sa grandeur, a-t-il dit. Et quand du New York Times à l'Union de Reims, la consternation est mondiale, cela nous intéresse, nous ici, à Territoire d'Info. Sébastien Lacroix, votre journal ce matin écrit « Trump assombrit l'avenir de la planète ». Oui, bien sûr, c'est une décision qui est lourde de sens, puisque en fait, elle remet en cause, malgré tout, 20 ans de négociations qui aboutissaient à un accord qui, on en pense ce qu'on veut, mais enfin, il allait dans le bon sens, puisqu'il fixait des objectifs de réduction des gaz à effet de serre pour aboutir à une limitation du réchauffement climatique. Alors, évidemment, c'est une décision qui est multifacette, qu'il faut regarder à la fois d'un point de vue de politique intérieure, d'un point de vue de diplomatie, et puis d'un point de vue de qu'est-ce qu'est Trump. C'est une décision qui est lourde. Bon, on va mettre des bémols tout de suite. Il y a, je crois, 3 à 4 ans avant que la décision de sortie des accords de Paris... La fin de son mandat, précisément. La fin de son mandat, donc peut-être qu'il a pesé ça. Il y a également le fait que aujourd'hui, l'Amérique est coupée en deux. On a une grande partie des Américains, la majorité des Américains qui est pour rester dans les accords de Paris. La majorité des républicains est contre. Et dans les milieux d'affaires, on est pour rester dans les accords de Paris. Ça veut dire que, quelle que soit la décision de Donald Trump, il y aura une partie de l'économie et des milieux d'affaires qui continuera, les grandes entreprises, y compris les pétroliers, qui vont continuer à investir dans les énergies renouvelables. Et donc ce mouvement-là, il va perdurer quand même. C'est pas un arrêt net, je pense, de la politique de réduction des gaz à effet de serre des États-Unis, mais il y a tout un symbole en fait qui est derrière cette décision-là et qui est très important. Nathalie Moret, Donald Trump a dit lors de cette allocution: j'ai été élu pour représenter les citoyens
de Pittsburgh, et pas de Paris. Et en même temps, le maire de Pittsburgh a immédiatement fait un communiqué en disant « Nous, on est préoccupés par la décision de Donald Trump ». Pas seulement le maire de Pittsburgh, mais aussi le maire de New York. De Los Angeles. Les réactions se sont multipliées dans le monde entier. Et moi, c'est ça que je trouve intéressant. C'est-à-dire que je me demande si la décision de Donald Trump, dont vous avez dit qu'effectivement, il l'annonce, mais il ne dit pas du tout comment il sort de l'accord. Hein. Donc, s'il dit rien, ça va mettre 4 ans. Mais on sait très bien qu'il y a des procédures pour que ça aille plus rapidement. On a l'impression, en fait, que c'est un immense effet d'annonce. Peut-être aussi pour régler des problèmes de politique intérieure, hein, parce que Donald Trump, il est quand même très très mal avec l'histoire de l'affaire russe. Hein. Donc ici, en France, on s'en aperçoit pas trop parce que nous, on est aussi dans des problèmes de politique intérieure. Mais là-bas, ça se passe très très mal localement. La presse majoritairement contre lui. Il perd beaucoup de confiance, y compris au sein de son électorat. Donc effectivement, je pense que c'est quand même un immense contre-feu. Et le fait qu'il ne dise pas comment il sort de l'accord, c'est quand même révélateur. Ensuite, oui, il y a plein de réactions. Et je me demande si, in fine, cette déclaration de Donald Trump peut pas être un cran supplémentaire dans l'anti-Trump aux États-Unis. Et il va falloir regarder ce qui se passe dans les jours prochains. Et là où vous avez raison, c'est qu'aux États-Unis, il faut le savoir, les gouvernants ont un énorme pouvoir. Ils ont un pouvoir extrêmement important au niveau de l'exécutif. Et la grande majorité des gouverneurs américains veulent, eux, continuer à travailler sur l'accord de Paris. Et donc sont en opposition avec le président des États-Unis. Oui, et comme vous l'avez dit, pas seulement les gouverneurs, mais aussi même certains de ses proches conseillers, certains des plus grandes entreprises polluantes. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier que les États-Unis, elles savent très bien que ce n'est pas America First, qu'elles travaillent dans le monde, que le monde a changé et qu'elles ont besoin aussi de l'extérieur pour se développer. Sébastien Lacroix. C'est une décision d'autant plus loufoque que d'un point de vue économique, c'est irrationnel. C'est-à-dire qu'il prône le retour au charbon, ce qui est quand même un peu comme si on revenait à la diligence. Il prône le retour au charbon pour satisfaire, on le sait, une partie de l'électorat qui a perdu des emplois dans ces régions-là, alors même que l'essor des énergies renouvelables et toutes les technologies qui vont avec est assez fort aux États-Unis, que ça crée énormément d'emplois. Ils sont sur cette dynamique-là et ils veulent revenir en arrière. Donc, en fait, il y a une espèce de contradiction là-dedans. En plus, il ouvre le champ, la possibilité aux Chinois, qui sont déjà bien avancés et qui, eux, vont continuer, parce que pour eux, c'est quand même une question de survie. Il suffit de voir les images de Pékin. Et les Chinois vont continuer, et les Européens, à développer toutes ces énergies-là, et les États-Unis vont se retrouver largués sur ce plan-là. Nathalie Moret, on passe à la réaction du président Macron. Alors, un bon ton. C'est ce qui a été perçu dans le monde. Une allocution en français puis en anglais. C'est la première fois depuis l'Élysée qu'un président français s'adresse en anglais. Donc dans la presse anglo-saxonne, notamment aux États-Unis, ça a été extrêmement bien perçu. On a l'impression qu'il a pris la tête au fond d'une coalition mondiale contre la décision de Donald Trump. Mais c'est très intelligent ce qu'il a fait hier soir. Il a réagi très vite, moins d'1 heure après. On n'a pas complètement cette habitude-là en France de réagir en direct, y compris quand c'est tard le soir. Il le fait en anglais. C'est effectivement. Du coup, c'est passé dans les médias américains tout de suite. Tout de suite, parce que eux, on était à la mi-journée, donc il a été en boucle toute la nuit pour nous, heure française, sur les médias américains. Bon, c'est pas complètement dénué d'intérêt non plus. Emmanuel Macron, il est en campagne électorale parce qu'il y a un scrutin dans 9 jours maintenant. Donc effectivement, c'est renforcer sa stature électorale et on ne peut pas dire que ça le desserve complètement non plus. Avec évidemment un dialogue immédiat avec Angela Merkel et ils ont décidé ensemble un engagement commun et résolu pour l'accord de Paris avec un communiqué de l'Élysée à la clé. Oui, et puis il faut aussi rappeler que Trump a systématiquement focalisé sur les Français. Depuis d'ailleurs qu'il était venu au G7, il attaque les Allemands aussi. Les Français. Oui, avec Angela Merkel, et puis c'est les accords de Paris. Donc c'était. Mais c'est encore une lutte Trump-Macron à distance. Et Angela Merkel. Et Angela Merkel, avec qui Trump visiblement n'a aucun atome crochu. Aucun. Mais je veux dire, et là, il y a une alliance Italie, Allemagne, France qui n'est pas inintéressante. Il faut voir ce qui va se passer dans les prochains jours. Mais effectivement, je pense que c'est de toute façon la politique isolationniste America First de Trump. Il se fiche complètement du reste, de ce qui va se passer sur la planète. Donc, Deuxième thème d'actualité ce matin, évidemment, on l'a vu dans la presse quotidienne régionale, François Bayrou a présenté les mesures pour redonner confiance aux Français dans la vie démocratique, alors que l'image même du gouvernement est ternie pour 54% des Français ce matin, selon un sondage Elab qui estime que le chef de l'État a tort de conserver Richard Ferrand au gouvernement. Elle tombe à pic, cette annonce de François Bayrou, le garde
garde des Sceaux, Nathalie Moret. Oui, elle tombe à pic. Je ne suis pas persuadée qu'elle n'ait pas été un peu avancée justement pour ça. Ce qui est effectivement intéressant de regarder, c'est le basculement de l'opinion. Moi, je suis allée beaucoup sur le terrain avec les candidats aux législatives et très honnêtement, jusqu'à il y a 2 jours, l'histoire Ferrand, c'était absolument l'encéphalogramme plat. Il n'y avait aucune réaction là-dessus. Le fait qu'il y ait une enquête ouverte par le parquet de Brest, effectivement, je pense peut changer les choses. Là aussi, vous allez me dire que je suis sur le calendrier un petit peu à cheval, mais je pense que le week-end de Pentecôte va être déterminant. Et effectivement, je pense que peut-être s'il y a des branchages, ça va se passer ce week-end. Oui, vous percevez la même chose? Absolument. Absolument. D'ailleurs, les sondages, pour l'instant, ne décelaient aucun effet Ferrand, mais ils étaient faits avant que l'enquête préliminaire soit décidée par le parquet de Brest. Donc, ces éléments-là vont avoir tendance à brouiller le paysage. Julien Sartre. Bien, pardon. Le sujet moralisation, en fait, il poursuit Emmanuel Macron depuis le début, en particulier dans les territoires. À La Réunion, par exemple, un candidat a été désinvesti. Quelques heures après son investiture, c'était un soutien de longue date Il faut dire que lui-même, ce candidat, avait des problèmes judiciaires. Voilà, c'est pour ça. C'est pour ça qu'il a été désinvesti. Ses indemnités parlementaires doivent être saisies dans un contentieux qui l'oppose à des citoyens, mais dans le cadre de son activité professionnelle. Et il a été condamné pour diffamation. Et en fait, Emmanuel Macron, il a tout fait pour éviter précisément d'avoir des polémiques, des choses comme ça, mais ça le rattrape. Donc maintenant, tout va se jouer aux législatives, mais à condition que Richard Ferrand parvienne à tenir jusque-là et soit élu. Nathalie Moret. Il sera élu, Richard Ferrand. Alors là, il n'y a aucun souci là-dessus. Il va être élu. C'est pas le sujet de l'élection de Richard Ferrand. C'est savoir si effectivement la polémique Ferrand influe sur l'ensemble de. Pour l'instant, j'en suis pas persuadée, mais voyons. Sébastien Lacroix, il y a quand même un problème. J'allais dire aujourd'hui pour les gens de qualité qui vont faire de la politique et qui ont été dans le privé. Il y aura forcément toujours des questions morales, même si elles ne sont pas juridiques ou judiciaires. Comment va-t-on faire pour intéresser des gens de la société civile, des chefs d'entreprise, des gens qui ont connu des problèmes dans les affaires? Quand on est dans la vie réelle, on connaît des problèmes. On est aujourd'hui sur le pendule de la transparence qui est en train d'aller, mais c'est n'importe quoi. Trop honnêtement, c'est beaucoup trop. Beaucoup trop. On ne peut pas imaginer que quelqu'un n'ait jamais été mis en examen quand il veut prendre des responsabilités qu'il les a prises dans le privé. Je veux dire, il y a quand même beaucoup de gens qui n'ont jamais été mis en examen. Oui. Non, mais j'ai retrouvé une petite étude de culpabilité non plus, Nathalie Moret. J'ai retrouvé une petite étude qui montre que sur une période de 15 ans, 97-2012, 156 condamnations parmi les 43 700 élus nationaux ou maires de France. 156, c'est-à-dire 0,35%. Ça veut dire aussi qu'avec tout cet arsenal et cette guerre à laquelle nous, médias, on participe quand même, on finit par accréditer quand même l'histoire du tous pourri et on finit par effectivement jeter l'opprobre globalement sur la classe politique et empêcher tarir, disons, les nouvelles vocations. Julien Sartre, je ne vous ai pas du tout, beaucoup donné la parole au quotidien de La Réunion. Juste un petit mot, il reste quelques secondes, sur là-bas l'effet En Marche, qui n'est pas comparable à ce qu'il y a dans le reste du pays, ici en tout cas. Non, et ça n'a pas été le cas. Tout a commencé lorsqu'Emmanuel Macron... Voilà, c'est ça. C'était le moment un peu raté de la campagne d'Emmanuel Macron, lorsqu'il s'est déplacé à La Réunion. Ensuite, le score du candidat d'En Marche à l'élection présidentielle était assez médiocre au premier tour, loin derrière Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Il y a eu ce problème de moralisation dont on a parlé, avec le député qui a été investi puis désinvesti très vite. Et le renouvellement peine à se faire, en fait. Il y a une députée PS sortante qui a été investie, pas de candidat En Marche face à... Ça se passe moins bien qu'ailleurs, à La Réunion. Merci, Julien Sartre. Quotidien de La Réunion. Merci Nathalie Moret du Républicain Lorrain, Groupe Bras. Merci Sébastien Lacroix de l'Union de Reims. On regarde la météo, le temps qu'il fait en France aujourd'hui et dans les départements et territoires d'outre-mer. Julien Sartre. La météo vous est présentée par Terroléo Pro, avec le concours de l'Assemblée des départements de France.
C'était la météo avec Terroléo Pro et l'Assemblée des départements de France. Voilà, on passe aux Zappélisés, le premier zapping politique des matinales d'infos qu'on regarde tous ensemble. Vous avez souhaité inviter Richard Ferrand ce soir? Merci. Bien sûr, avec les membres du gouvernement qui sont de Bretagne. Si Richard Ferrand est soutenu par Emmanuel Macron, alors il doit assumer cette solidarité avec des comportements qui sont clairement peu vertueux, peu éthiques. C'est clair qu'il y a des choses peu vertueuses, peu éthiques, qui méritent que la justice regarde ça de plus près. C'était d'ailleurs choquant qu'en quelques heures précédemment, le parquet avait dit qu'il ne souhaitait pas ouvrir une instruction. Manifestement, il y a des faits là-dedans qui, moi, me choquent. Et on voit que finalement, il a baigné dans ces pratiques de confusion. Donc je crois qu'il devrait partir. Sa démission vous paraît logique? Elle est logique, bien sûr. Ferrand rendrait service à En Marche et à Emmanuel Macron en démissionnant et en faisant sa campagne dans sa circonscription. Et après les élections, on verra. Dans un pays, par exemple, comme le Royaume-Uni, eh bien, le ministre aurait démissionné dans le simple dessein de ne pas nuire à son camp. Qu'est-ce que vous leur dites à eux? Ils manquent de solidarité? Non, je crois que d'abord ils ne sont pas membres du gouvernement. Ils sont soutiens d'En Marche quand même. Non, mais je pense qu'il faut d'abord être solidaire d'un homme qui vit des moments difficiles. La promesse du président de la République, c'était de bâtir un monde politique nouveau. Et dans l'ADN d'En Marche, il y avait la probité, l'intégrité, l'exemplarité. Cette promesse, elle est morte. Cet enrichissement personnel, qui est ce qui est reproché à M. Ferrand, ressemble quand même fichtrement à l'affaire Fillon. Ce sont les éléments rapportés par la presse, Le Parisien puis Le Monde cette semaine, qui ont déclenché l'ouverture d'une enquête préliminaire. Ils ouvrent aujourd'hui parce qu'il y a toute une série d'associations dont Anticorps, Fric, qui est une association qui s'intéresse à ces sujets-là, qui en réalité ont porté plainte. L'ouverture d'une enquête préliminaire ne change strictement rien à la position que j'ai moi-même formulée, que j'ai formulée publiquement. Aussi longtemps qu'il n'y a pas de mise en examen, il n'y a aucune raison de demander à M. Ferrand de quitter le gouvernement. Je respecte la décision du parquet. Et je protège son indépendance. Et donc, c'est cette enquête qu'il faut attendre. Et je ne préjuge pas du résultat de l'enquête. Je ne vais pas vous cacher qu'il est extrêmement confortable pour nous d'avoir un M. Ferrand au gouvernement. Pourquoi? Parce que c'est la démonstration du fait que, en dépit de toutes les grandes phrases qu'ils avaient utilisées, ceux-là sont comme les précédents. D'ailleurs, souvent, ce sont les mêmes. Ils viennent du même endroit. Armé du Code de procédure pénale, le garde des Sceaux a détaillé sa réforme cet après-midi devant la presse. Mettre fin aux privilèges et aux affaires qui gangrènent la vie politique. Là, on a voulu tout de suite montrer que l'action publique pouvait redevenir efficace et que les principes pouvaient sortir du domaine des mots pour entrer dans le domaine des faits. Ce sont des rillettes de poisson et à votre effigie. Et des rillettes de poisson à ton effigie. Territoire d'info, Public Sénat, Sud Radio. Et l'invité politique ce matin de Public Sénat de Sud Radio avec la presse quotidienne régionale, c'est Nicolas B. Bonjour Nicolas B. Bonjour. Vous êtes secrétaire général du Front National et pour vous interroger à mes côtés ce matin, eh bien Véronique Jacquier est présente dans ce studio de Sud Radio. Bonjour Véronique. Bonjour à tous. Et Oriane Mancini est présente dans ce studio. Bonjour. Bonjour Cyril. Oriane Mancini de Public Sénat. Nicolas B, votre réaction à l'annonce de Donald Trump qui a décidé donc que les États-Unis sortent de l'accord de Paris sur le climat. Une faute honteuse, une erreur majeure pour Laurent Fabius qui a présidé la COP21. Oh ben je crois qu'il faut se garder de donner des leçons de morale et surtout il faut se garder de faire de l'immixtion, de l'ingérence dans la vie intérieure d'une autre, enfin, ce sont des sujets qui d'une autre nation. C'est normal. Non, mais on peut regretter cette décision. Vous la regrettez, vous? Mais je vais vous répondre. Mais il faut quand même souligner que c'était un de ses engagements de campagne que Donald Trump a été élu président des États-Unis, notamment sur cet engagement-là. Alors je sais qu'en France ça nous choque quand on a des responsables politiques qui se mettent à tenir leurs promesses. Mais voilà, aux États-Unis, c'est peut-être après. Donald Trump et vous le soutenez. Non, mais écoutez, quand il dit qu'il veut préserver des emplois chez lui. Quelle est la position de Donald Trump? Il dit on va mettre en place d'autres règles, d'autres accords que celui de Paris pour défendre l'écologie et pour défendre l'économie américaine. Il souligne un vrai problème d'ailleurs. Il souligne un vrai problème, c'est le fait que en étant très exigeant en normes, en règles, etc. Eh bien on crée de la concurrence déloyale parce qu'évidemment il y a toujours des pays qui ne respectent pas ces règles et ces normes. Voilà, vous n'arrivez pas à le non, je dis simplement que je comprends la logique qui est la sienne et que on peut très bien défendre l'écologie dans un autre cadre juridique que celui des accords de Paris. Et je crois qu'il y a un des
une des grandes lacunes des accords de Paris, c'est de ne pas pointer clairement la mondialisation sauvage, c'est-à-dire le libre-échange total, comme le plus anti-écologique qui soit, parce qu'évidemment, quand on a des produits qui sont fabriqués en Chine, vendus en Europe, retraités ensuite en Afrique, on ne peut pas dire que ce soit très écologique. Et là-dessus, les accords de Paris ne disaient pas grand-chose finalement. Donc moi, encore une fois, je comprends l'inquiétude qui peut naître de cette décision de Donald Trump, mais je crois qu'il ne faut pas lui faire de procès d'intention. S'il prend d'autres dispositions qui soutiennent l'écologie, eh bien, attendons de voir. Oui, mais Emmanuel Macron, hier soir, a fermé la porte à une renégociation. Il a dit on ne renégocie plus sur ces questions-là. Donc, quelque part, Donald Trump se retrouve au banc, il se retrouve isolé. Oui, enfin, c'est quand même la première puissance du monde. Donc, c'est bien gentil de donner des leçons de morale. Il y a quelque chose de choquant, d'ailleurs, dans l'attitude d'Emmanuel Macron, de s'exprimer en anglais depuis l'Élysée pour s'adresser directement au peuple américain. Tous les médias américains l'ont repris. Hein. Oui, d'accord. On est quand même à la fois en pleine ingérence et en pleine leçon de morale. Attendons de voir quelles sont les dispositions précises. Est-ce que c'est pas mal qu'il essaie de prendre le leadership en tendant la main aux scientifiques américains en disant venez chez nous? Non, mais qu'il y ait des débats sur ces questions qui sont extrêmement complexes et extrêmement techniques, très bien, mais ne les traitons pas de façon dogmatique. Attendons de voir ce que Donald Trump proposera aux Américains et la politique qu'il mènera pour défendre. On a bien compris. Oriane Mancini. Nicolas Bay, hier, François Bayrou a présenté son projet de loi pour moraliser la vie publique. Est-ce que, selon vous, il va assez loin, ce projet de loi, pour restaurer la confiance des Français dans la vie publique? C'est un projet de loi dont l'intention est évidemment louable. Le problème, c'est qu'on est un peu comme au début du quinquennat de François Hollande, qui avait débuté avec la République irréprochable, tout le monde s'en souvient. Cette République irréprochable, elle a commencé avec l'affaire Cahuzac et elle s'est poursuivie avec l'affaire Thévenoud. Et aujourd'hui, le quinquennat d'Emmanuel Macron, il commence avec cette prétendue volonté de moraliser la vie politique et ça commence avec l'affaire Ferrand. Qu'est-ce que vous dites, que ce n'est pas crédible de présenter un tel projet de loi dans le contexte actuel? Je crois, oui, le Premier ministre et le Président de la République qui, en première ligne, défendent à corps et à cri M. Ferrand, alors qu'évidemment, les faits dont il est accusé sont très graves. Et aujourd'hui, il y a une enquête qui est enfin ouverte par le parquet de Brest, en l'occurrence. Alors, sur le projet présenté hier par François Bayrou, il y a des avancées indéniables. Notamment pour, je pense par exemple, au fait d'encadrer le financement des campagnes électorales avec une banque qui permettrait d'éviter que ce soit les banques qui décident qui a le droit d'être candidat et qui ne peut pas l'être. Or, c'est la situation actuelle. Donc ça va évidemment dans le bon sens. Il y a aussi des manques importants. Je pense notamment il n'y a pas grand-chose pour prévenir les conflits d'intérêts. Il n'y a pas grand-chose non plus pour éviter les allers-retours entre la haute fonction publique et la finance privée. Il n'y a pas grand-chose non plus, il n'y a même rien, pour éviter que la surreprésentation des fonctionnaires, et notamment des hauts fonctionnaires au Parlement, que ce soit à l'Assemblée ou au Sénat, qui résulte du fait qu'ils ont une facilité extraordinaire de pouvoir basculer de la haute fonction publique à un mandat parlementaire en se mettant simplement en disponibilité. Donc évidemment, le secteur privé est totalement sous-représenté dans nos institutions. Voilà, donc tout ça, sur tous ces sujets-là, il n'y a rien du tout. Et donc c'est un manque important. Il y a un côté démagogique pour vous, le fait de ne plus pouvoir permettre des emplois familiaux, le fait aussi de limiter les mandats dans le temps, pas plus de 3 mandats? Non, mais ça, c'est plutôt des mesures qui sont assez saines, qui permettront sans doute d'éviter un certain nombre de dérives qu'on a pu observer. Mais je crois que c'est important aussi d'aller au fond des choses, de ne pas uniquement avoir des mesures symboliques ou un peu gadget, et d'éviter en particulier les conflits d'intérêts entre des intérêts privés et l'action publique. Et je crois que là-dessus, Emmanuel Macron et son équipe ne sont pas très motivés à l'idée d'éviter ces conflits d'intérêts. Oriane Mancini. François Bayrou a laissé entendre hier que la réforme du mode de scrutin se ferait également dans les mois à venir. Qu'est-ce que vous dites? Bravo. Écoutez, je dis surtout attendons de voir, parce que je vous rappelle que François Hollande avait pris exactement le même engagement, qu'Emmanuel Macron était à ses côtés pendant le quinquennat qui s'est déroulé et on n'a jamais rien vu venir. Donc je reste extrêmement prudent sur ce genre d'annonce et je rappelle que s'il y avait une modification de mode de scrutin, de toute façon elle n'interviendrait qu'à partir de 2022. C'est Nicolas Bay, le secrétaire général du Front National, qui est notre invité politique ce matin. Nicolas Bay, on revient un petit peu sur l'affaire Ferrand. La Provence titre ce matin, est-ce que ce sera suffisant pour redonner confiance ce projet de loi sur la moralisation de la vie politique? Et 54% des Français considèrent qu'Emmanuel Macron a tort de conserver Richard Ferrand au gouvernement, selon un sondage de ce matin. Alors, il a tort de le conserver au gouvernement ou pas? Oui, il a tort. Même si à ce stade, Richard Ferrand
n'est reconnu coupable de rien. D'accord, mais il y a quand même une enquête préliminaire qui est ouverte et il y a des faits que les Français peuvent juger indépendamment des décisions. Qui aboutira peut-être à un classement sans suite. Indépendamment des décisions de justice, il y a quand même l'opinion que peuvent avoir les Français sur le plan moral sur les faits qui sont, dont Richard Ferrand est accusé. Évidemment que le gouvernement n'est pas crédible en soutenant comme ça Richard Ferrand dans une forme de jusqu'au-boutisme, même depuis maintenant plusieurs jours, et en prétendant en même temps vouloir moraliser la vie politique. Et puis on voit aussi que les pratiques politiques restent les mêmes. Édouard Philippe est en campagne, il est Premier ministre de la France, il devrait s'attacher au quotidien, toutes les minutes de la journée, à régler les problèmes du chômage, de l'insécurité. Au lieu de ça, il est en campagne, il est chef de la majorité, notamment pour aller combattre le Front National dans un certain nombre de circonscriptions. Voilà, là surtout aussi, pour chercher une majorité pour pouvoir gouverner après. Oui, bien sûr, mais enfin, il est Premier ministre. Normalement, il doit y avoir ceux qui mènent campagne et puis ceux qui par les fonctions qu'ils occupent, doivent servir l'intérêt général. On voit que là encore, les grands principes ne sont pas du tout respectés finalement, et qu'ils sont dans une logique de combattre le Front National, d'empêcher d'avoir une opposition demain très solide à l'Assemblée nationale, ce qui est pourtant indispensable parce que la politique que va mener Emmanuel Macron, toujours plus d'immigration, toujours moins de protection, ça va être d'une grande violence pour les classes populaires et les classes moyennes qui ont besoin d'être défendues demain. Sur l'aspect de l'affaire Ferrand, sur l'aspect judiciaire, sur le fait qu'il y a 8 jours, le procureur ne juge pas utile d'ouvrir une enquête, la presse sort des informations et du coup le parquet de Brest dit finalement on ouvre une enquête préliminaire. Vous en pensez quoi? Je trouve que ça jette évidemment une suspicion sur le fonctionnement de l'institution judiciaire. Une fois de plus, on a le sentiment qu'il a fallu supplier les magistrats pour qu'ils ouvrent une enquête sur Richard Ferrand, alors que dans d'autres cas assez analogues, assez similaires quand même, il y a quelques semaines ou quelques mois, on a vu la justice se précipiter avec un zèle extraordinaire, non seulement pour ouvrir une enquête, mais pour dans la foulée faire des convocations, des perquisitions, etc. Donc ça pose un vrai problème, ça montre une justice à deux vitesses, ça montre une politisation ou peut-être une instrumentalisation de la justice. Ça n'est pas une surprise, on sait qu'il y a des structures d'extrême gauche comme le syndicat de la magistrature recueillent près d'un quart des voix lors des élections professionnelles. Donc tout ça n'est pas très étonnant, mais c'est inquiétant parce que ça porte atteinte au crédit de nos institutions. Alors il y a quelques jours, Sophie Montel, qui est eurodéputée de votre parti, a adressé un courrier à la justice lui demandant d'enquêter sur le travail d'assistant parlementaire de certains députés européens, dont Marielle de Sarnez, qui a porté plainte hier pour dénonciation calomnieuse. Elle accuse notamment Sophie Montel d'avoir fabriqué des accusations sans fondement. Est-ce que c'est le cas? Non, c'est pas le cas, c'est simplement le signalement à la justice que les pratiques qu'on nous reproche, c'est-à-dire d'avoir des assistants parlementaires qui sont aussi des militants politiques, c'est ce que font tous les députés européens de tous les partis. Et nous disons que ça n'a rien d'illégal, que évidemment qu'un assistant parlementaire... C'est une situation qu'il faut changer peut-être quand même. Non, je dis simplement qu'un assistant parlementaire, c'est pas un citoyen de seconde zone, et il a le droit d'être aussi un militant politique, d'avoir un engagement politique, et c'est ce que font d'ailleurs les députés de tous les partis. Et évidemment, ce qui est insupportable, c'est que nous soyons les seuls à être mis en cause, et par le Parlement européen, avec des conséquences administratives, financières, etc., extrêmement lourdes, alors que ça ne s'appuie sur aucune décision de justice, et par la justice française, parce qu'à l'époque, Martin Schulz, président socialiste du Parlement européen, avait demandé à Madame Taubira, ministre socialiste de la Justice, de nous chercher des ennuis sur ce dossier. Nicolas Bay, sur les législatives, vous faites campagne en éludant désormais la sortie de l'euro? Non, on est respectueux des institutions. La question générale de on a la quand même le sentiment que vous avez mis renégociation... cette sortie de l'euro en veilleuse, non? La renégociation des traités européens, c'est une compétence du président de la République. Là, aujourd'hui, on fait campagne sur les compétences de l'Assemblée nationale demain, ce qui est un peu différent. Et puis moi, je voudrais qu'on arrête de réduire le projet économique de notre mouvement à cette seule question monétaire. Comment comprendre poser cette question au Front National? Marine Le Pen a ouvert la porte à une réflexion il y a quelques jours. Est-ce que vous êtes prêt à retirer cette mesure de la ligne du Front National? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous n'avons pas convaincu les Français sur cette question et qu'elle a suscité beaucoup d'inquiétudes de la part de nos compatriotes. Il faut évidemment en tenir compte. C'est d'ailleurs ce qu'a dit Marine Le Pen il y a quelques jours seulement. On aura l'occasion d'en débattre après les élections législatives, mais dans l'immédiat, on défend... Comment comprendre que Florian Philippot a créé son association Les Patriotes qui porte justement sur cette question de la sortie de l'euro? On est en campagne pour les élections législatives et on défend notre projet économique, baisse des charges, baisse de la fiscalité, protectionnisme, c'est-à-dire éviter la concurrence déloyale, sur la patriotisme même économique. De cette association Les Patriotes, ça n'a rien à voir. Il y a de grosses dissensions en interne au Front National. C'est une initiative de Florian Philippot. Moi, je ne veux pas la commenter. Je pense que c'était pas le moment parce que nous sommes en campagne législative. Le temps du débat, il viendra après. On aura l'occasion de pointer tout ce qui a bien fonctionné Marine Le Pen, la semaine dans dernière, cette séquence a quand même électorale. dit
en filigrane que oui, il était possible que Florian Philippot quitte le Front National si les gens ont voté aux législatives et ne vous donnez pas un blanc-seing sur cette question. La nécessité, c'est surtout qu'on puisse débattre de ces questions-là très librement, sans tabou, sans dogmatisme, et que chacun reste à l'intérieur du mouvement. Mais est-ce qu'il est contesté en interne, Florian Philippot ? Non, mais il faut pas. Je crois que c'est pas utile de personnaliser sur tel ou tel. Faut pas oublier que ces résultats de la présidentielle, ils ont marqué une nouvelle étape de progression très importante. Marine Le Pen a rassemblé près de 11 millions de suffrages. C'est un niveau jamais atteint, ni en pourcentage, ni en voix par notre mouvement dans le passé. Donc c'est un changement de dimension électorale de notre mouvement. Il faudra en tenir compte dans notre organisation pour être encore plus rassembleur, encore plus efficace demain. Et nous pourrons débattre de toutes ces questions. Est-ce que vous pensez que vous serez en mesure de constituer un groupe à l'Assemblée nationale ? Oui, je crois que c'est possible. Vous savez, nous avons obtenu plus de 50% des voix dans 45 circonscriptions le 7 mai dernier. Il y a près de 70 autres circonscriptions où nous avons atteint entre 45 et 50%. Donc ça ouvre autant de perspectives de victoire. Mais comment ? Parce que François Baroin et Christophe Castaner ont tous deux annoncé qu'ils allaient retirer leur candidat pour empêcher l'élection d'un député Front National. Comment vous allez faire élire vos députés ? Parce que M. Baroin, qui est censé être le chef de file des Républicains, en réalité, il est autant rallié à Emmanuel Macron que tous ceux qui sont déjà au gouvernement ou déjà dans sa majorité. Ça, je trouve que c'est très révélateur. Ça montre simplement que la seule opposition solide, la seule véritable opposition demain, ce sera Marine Le Pen et le Front National. Et je crois que les électeurs de droite, ils sont très nombreux à être profondément écœurés par l'attitude de François Baroin, profondément écœurés par cette droite qui non seulement a trahi ses idées, mais a trahi désormais ses électeurs ouvertement. Pour les législatives, au rapport avec Nicolas Dupont-Aignan, vous en êtes où ? Eh bien, c'est très simple. Nous sommes exactement dans la même situation qu'à la présidentielle. Le partenariat avec Nicolas Dupont-Aignan continue. Il a son propre mouvement. Nous respectons nos alliés. Ils ont des candidats au premier tour, comme à la présidentielle. Et le rassemblement des patriotes s'opérera au second tour, naturellement. Nicolas B, c'est un rôle compliqué d'être secrétaire général du Front National. Véronique Jacquier et Oriane Mancini viennent de rappeler. Florian Philippot manifeste des velléités d'indépendance avec les patriotes. Marion Maréchal Le Pen se retire provisoirement quand même de la vie politique en disant qu'elle a ressenti d'être maltraitée. La ligne est rompue avec Nicolas Dupont-Aignan. Marine Le Pen n'a pas réussi son débat contre Emmanuel Macron. Alors, est-ce que vous êtes l'homme de la synthèse ? Secrétaire général, c'est quoi ? C'est faire la synthèse dans tout ça ? Non, c'est veiller surtout à la mobilisation. Nos cadres, nos militants, nos candidats, 573, ils sont engagés dans cette bataille législative. Et je crois que c'est important de... on vous sent un peu gêné aux entournures d'avoir à justifier... Non, mais moi, je vous parle très librement de tout ça. La décision de Marion Maréchal Le Pen, tout le monde la comprend parfaitement. Elle veut aller travailler dans le privé. On reproche... Certains disent au Front National qu'elle a été maltraitée. Non, mais on reproche en permanence aux responsables politiques d'avoir aucune expérience dans le privé. Et quand vous avez une jeune députée de 27 ans qui souhaite faire une pause et aller acquérir une expérience professionnelle, on lui reproche. C'est quand même Nicolas B, est-ce que le FN tel qu'il existe a encore un avenir ou est-ce qu'aujourd'hui le FN est mort ? Non seulement, excusez-moi, non seulement notre mouvement a un avenir, mais il a atteint un niveau électoral jamais atteint. Il est aujourd'hui la principale et peut-être la seule force d'opposition. Marine Le Pen est le chef naturel de l'opposition du simple fait qu'elle était au second tour de l'élection présidentielle. Et notre mouvement changeant de dimension électorale, eh bien, peut-être qu'il va changer, notamment dans son organisation. Peut-être de nom, ça fait partie des... Vous avez du mal à élargir vos alliances. Non, mais écoutez, on a fait une alliance avec Nicolas Dupont-Aignan, c'est une réalité bien concrète. Non, elle n'a pas fait fuite, on continuera à travailler ensemble. Et vous allez rester secrétaire général du Front National ? Écoutez, ça on verra, c'est dans le cadre du prochain congrès que tout ça sera évoqué. Merci beaucoup Nicolas B, actuel secrétaire général du Front National des députés européens. On passe au débrief de vos propos dans un instant. Merci d'avoir été notre invité ce matin. Voilà, j'accueille pour ce débrief de l'actualité et des propos de Nicolas B, notre invité ce matin politique. André Crètenant, le directeur de l'information de TV5 Monde, notre partenaire qui diffuse cette matinale d'infos sous forme de best-of tout le week-end sur les 9 antennes de cette chaîne à travers le monde. Bonjour André. Bonjour. Et Nathalie Moret du Républicain Lorrain, un des 9 journaux français du groupe EBRA. Bonjour. Bonjour. Nathalie, merci d'être avec nous. On démarre tout de suite avec évidemment la réaction à l'annonce de Donald Trump qui a décidé que les États-Unis sortent de l'accord de Paris sur le climat, une faute honteuse, une erreur majeure pour Laurent Fabius qui a présidé la COP21, vous le savez. Nicolas B, lui, alors, il était gêné aux entournures, Nathalie Moret, pour condamner Donald Trump. Oui, il disait que, enfin, il soutenait le fait qu'il est comment
qu'il ait décidé de sortir. Qu'il ait décidé de sortir, mais surtout qu'il ait respecté une promesse de campagne. Pardon, je cherchais mes mots. Et il dit, bon, effectivement, c'est quand même... On n'a pas l'habitude. Et en même temps, il dit, bon, voilà, ça serait quand même bien qu'on puisse trouver une autre forme d'accord, etc. Mais ça fait 20 ans que cet accord a été négocié. Et enfin, on y arrivait. Donc il dit, oui, ça serait bien qu'on puisse négocier autrement, mais il ne dit pas comment. Encore une fois, Nicolas Bay, il est toujours dans le slogan en disant oui. D'accord, faisant autrement, mais il n'explique jamais comment. Voilà. Et mais pourquoi le Front National n'arrive pas à condamner, j'allais dire, assez fermement ce que fait Donald Trump? Il y a une idéologie. Non, on est dans la campagne. On est dans la campagne, évidemment. Il ne faut pas oublier une chose, c'est la réaction d'Emmanuel Macron. Donc il y a aussi ça en arrière-plan. C'est pour ça qu'ils se disent, voilà, si on condamne Trump, sa politique, ça veut dire qu'on approuve aussi la réaction de Macron, je pense. Mais donc il faut décrypter ses propos. Nicolas Bay parle effectivement de Macron qui va s'occuper de ce qui se passe ailleurs. Mais alors dans ce cas-là, l'ensemble des chefs d'État qui ont réagi ont mal fait. Non, il s'agit d'un enjeu quand même planétaire. Et au contraire, ce qu'on a pu voir hier, c'est Emmanuel Macron prendre un certain leadership moral, voire politique. Et il faut aussi observer ce qui va se passer ce week-end avec la rencontre Europe-Chine. Et donc, au-delà de cette décision, effectivement, de Donald Trump, qui est due à des questions de politique intérieure, qui est due à ses promesses électorales, il faut voir que sur le plan géopolitique, on a quelque chose qui se bouge. Là, il y a une dynamique géopolitique qui est en train de changer, une dynamique dans laquelle le président joue un rôle, et de ce point de vue-là, c'est assez bien joué. Avec Nathalie Moret, probablement des lignes de fracture, y compris à l'intérieur de son équipe, à Donald Trump, à la Maison-Blanche. On a vu que sa fille, son gendre, par exemple, n'était pas là au moment de l'annonce. Sa fille, son gendre, effectivement, il est très isolé sur cette position-là. Il joue, à mon avis, une carte tout à fait de politique intérieure, puisqu'il est quand même très mis en mal dans l'affaire russe. Et c'est ça qui se joue aussi dans cette décision-là, parce que c'est, je pense, un immense écran de fumée localement pour essayer de concentrer l'attention sur autre chose que sur ses ennuis à lui. Ouais. C'est un peu schizophrénique parce qu'on a effectivement l'image de Trump le grincheux d'une part. Et alors que de l'autre côté, il y a des États qui ont décidé, eux, de continuer dans leur politique environnementale. Il y a la Californie, il y a l'État de New York. Les gouverneurs ne soutiennent pas le président. Et les maires des grandes villes ont fait communiquer. Et aussi les patrons de grandes entreprises, ou Elon Musk, par exemple, qui a décidé de se retirer du conseil, de ce fameux conseil qui doit conseiller Donald Trump. Donc voilà, la situation n'est peut-être pas aussi dramatique qu'on pourrait le croire, même si, évidemment, cette décision, elle provoque un choc. Et elle est, à bien des égards, d'une certaine manière, elle est scandaleuse. Deuxième thème de l'interview politique de Nicolas Bay, le secrétaire général du Front National, qui était notre invité ce matin, Nathalie Moret, c'est la moralisation de la vie politique. Donc ce projet de loi, la Provence pose la question, est-ce que ce sera suffisant pour redonner confiance ce matin? Ce qui est sûr, c'est que c'est quand même un projet de loi qui va dans le bon sens. Il y a quand même des choses qui étaient attendues depuis longtemps. Nicolas Bay d'ailleurs a reconnu quelques aspects. Absolument, il a reconnu. Il a souligné aussi, et il n'a pas tort, certains manques de la loi, notamment la prévention des conflits d'intérêts. C'est vrai qu'il y a des choses qui sont un petit peu difficiles, mais en même temps, il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas légiférer. Il y a tous les problèmes, on peut légiférer, c'est difficile de légiférer sur les problèmes moraux. Et ça, il le souligne. Et à mon avis, il y a d'autres manquements dans ce projet tel qu'il nous a été présenté hier par François Bayrou. Il y a assez peu de choses sur l'encadrement du travail de lobbyiste. Et à mon avis, ça, effectivement, je pense que sur le travail d'amendement va être important parce qu'il y a assez peu de choses dans le texte là-dessus. Benoît Hamon, lui, avait préconisé la transparence sur les dons, lui. C'était donc déjà un thème qui existait dans sa campagne, lui, en tout cas. Absolument, oui, mais je crois que c'est une tendance assez générale. Le mérite à nouveau de ce gouvernement, c'est effectivement de s'empoigner du problème de manière concrète. Ça fait aussi partie des promesses de campagne. Ce que je trouve intéressant aussi, au-delà des mesures concrètes, c'est peut-être aussi une culture nouvelle de la transparence qui va petit à petit se développer.
Et donc de ce point de vue-là, c'est intéressant. C'est vrai que la question du lobbying, elle est complexe, c'est-à-dire voilà, qu'est-ce qui ressort du politique, qu'est-ce qui ressort du privé. C'est pas une question facile. On verra aussi ce que le Conseil constitutionnel décidera à propos de la loi, enfin des propositions de loi. Alors, sur la transparence, il y a quand même des avancées majeures. Hein, absolument. Avec en revanche, Nathalie Moret, une condamnation ferme du fait que Richard Ferrand reste au gouvernement de la part de Nicolas Bay. Il est en phase avec 54% des Français dans ce domaine, avec un sondage ce matin qui indique que Emmanuel Macron a tort de conserver Richard Ferrand au gouvernement. Oui, on voit qu'il y a un petit basculement de l'opinion publique sur ce sujet-là, qui pour l'instant restait, disons-le, assez spectateur. Et Nicolas Bay en a profité pour surfer sur ce basculement ce matin. Absolument, en parlant de justice à deux vitesses, ce que j'ai trouvé personnellement assez drôle de la part d'un parti qui refuse de se rendre aux convocations de la justice, parce qu'il faut quand même le rappeler, Marine Le Pen, elle a refusé par 2 fois de se rendre à la convocation de la police. Donc ensuite, parler de justice à deux vitesses, faut quand même avoir du tempérament pour pouvoir le faire. Il l'a, d'accord. Dont acte. C'est clair que le problème, c'est que cette affaire brouille effectivement le message d'Emmanuel Macron. Parce qu'il y a eu l'affaire Fillon, tout simplement. Et on ne peut pas évidemment comparer les affaires sur le fond, mais sur la séquence, voilà, elle est similaire. Qu'est-ce que dit Richard Ferrand? Il dit, voilà, ce n'est pas illégal. Et on a dans l'oreille ce que répétait François Fillon, ce n'est pas illégal. Et la deuxième chose qui est dite, et là par le Premier ministre, c'est attendons de voir ce que les électeurs vont décider. Or, à nouveau, là, on a dans l'oreille effectivement ce que François Fillon disait, mais le juge, ce seront les électeurs. Avec l'ouverture d'une enquête préliminaire en plus, qui vient rajouter à ça. Absolument. Les affaires ne sont pas comparables, mais effectivement, il y a des similitudes et je pense que c'est assez gênant dans ce début de mandat. Je ne sais pas si Emmanuel Macron va pouvoir garder... L'ouverture de l'enquête date d'hier. Moi, je trouve que ça va être très intéressant de voir les sondages d'opinion du week-end. Et à mon avis, ça peut être décisif. Franchement. Merci Nathalie Moret du Républicain Lorrain, représentante des journaux du groupe EBRA ce matin sur ce plateau. Merci André Crétenant, le directeur de l'information de TV5 Monde, partenaire de cette émission qui nous diffusera tout ce week-end. On passe tout de suite au Zap Élysée, le premier zapping politique des matinales d'infos qu'on regarde ensemble. Vous avez souhaité inviter Richard Ferrand ce soir? Merci. Bien sûr, avec les membres du gouvernement qui sont de Bretagne. Si Richard Ferrand est soutenu par Emmanuel Macron, alors il doit assumer cette solidarité avec des comportements qui sont clairement peu vertueux, peu éthiques. C'est clair qu'il y a des choses peu vertueuses, peu éthiques, qui méritent que la justice regarde ça de plus près. C'était d'ailleurs choquant qu'en quelques heures précédemment, le parquet avait dit qu'il ne souhaitait pas ouvrir une instruction. Manifestement, il y a des faits là-dedans qui, moi, me choquent. Et on voit que finalement, il a baigné dans ces pratiques de confusion. Sa démission vous paraît logique? Sa démission vous paraît logique? Elle est logique, bien sûr. Ferrand rendrait service à En Marche et à Emmanuel Macron en démissionnant et en faisant sa campagne dans sa circonscription. Et après les élections, on verra. Dans un pays, par exemple, comme le Royaume-Uni, eh bien, le ministre aurait démissionné dans le simple dessein de ne pas nuire à son camp. Qu'est-ce que vous leur dites à eux? Ils manquent de solidarité? Non, je crois que d'abord, ils ne sont pas membres du gouvernement. Ils sont soutiens d'En Marche quand même? Non, mais je pense qu'il faut d'abord être solidaire d'un homme qui vit des moments difficiles. La promesse du président de la République, c'était de bâtir un monde politique nouveau. Et dans l'ADN d'En Marche, il y avait la probité, l'intégrité, l'exemplarité. Cette promesse, elle est morte. Cet enrichissement personnel, qui est ce qui est reproché à M. Ferrand, ressemble quand même fichtrement à l'affaire Fillon. Ce sont les éléments rapportés par la presse, Le Parisien puis Le Monde cette semaine, qui ont déclenché l'ouverture d'une enquête préliminaire. Ils ouvrent aujourd'hui parce qu'il y a toute une série d'associations dont Anticorps, Fric, qui est une association qui s'intéresse à ces sujets-là, qui en réalité ont porté plainte. L'ouverture d'une enquête préliminaire ne change strictement rien à la position que j'ai moi-même formulée, que j'ai formulée publiquement. Aussi longtemps qu'il n'y a pas de mise en examen, il n'y a aucune raison de demander à M. Ferrand de quitter le gouvernement. Je respecte la décision du parquet. Et je protège son indépendance. Et donc, c'est cette enquête qu'il faut attendre. Et je ne préjuge pas
du résultat de l'enquête. Je ne vais pas vous cacher qu'il est extrêmement confortable pour nous d'avoir un monsieur Ferrand au gouvernement. Pourquoi ? Parce que c'est la démonstration du fait que, en dépit de toutes les grandes phrases qu'ils avaient utilisées, ceux-là sont comme les précédents. D'ailleurs, souvent, ce sont les mêmes. Ils viennent du même endroit. Armé du Code de procédure pénale, le garde des Sceaux a détaillé sa réforme cet après-midi devant la presse. Mettre fin aux privilèges et aux affaires qui gangrènent la vie politique. Là, on a voulu tout de suite montrer que l'action publique pouvait redevenir efficace et que les principes pouvaient sortir du domaine des mots pour entrer dans le domaine des faits. Ce sont des rillettes de poisson et à votre effigie. Et des rillettes de poisson à ton effigie. Voilà, fin de Territoire d'Info. Demain matin, je vous retrouve à 7h30 pour les meilleurs moments des interviews politiques de la semaine sur Public Sénat. Et on se retrouve lundi pour une matinale d'infos régulière. Bon week-end à tous.